Elle s'excuse de son absence, mais elle a réalisé cette nuit une transplantation en super urgence, transplantation foie-poumon chez un jeune qui avait une mucoviscidose. Donc je vais essayer d'être le plus fidèle possible à sa pensée, et on va voir qu'on retrouve beaucoup des choses qui ont précédemment été dites par Thierry Barrios. Donc si on remonte un peu dans le temps, il était une fois l'INCAS de mobilière principale qui a commencé à relever des techniques chirurgicales à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, pardon. Et il faut rappeler le nom de Caire, dont vous voyez ici le drain qui est toujours utilisé, avec les drains en caoutchouc qu'on utilise toujours, et les drains en silastique qui, eux, sont moins souvent utilisés car ils n'entraînent pas d'adhérence autour du drain et ils sont source de fistules biliaires post-opératoires lors de l'ablation du drain. Alors, la technique chirurgicale a évolué, bien entendu, au cours de ces dernières années, et parmi les recommandations, eh bien, c'est la cholangiographie systématique lors de toute cholécystectomie qui est importante, et ceci a toujours été le cas pratiquement en France, ce n'a pas toujours été le cas dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons en particulier. La cholédocoscopie permet d'effectuer une endoscopie de la mobilière principale, diagnostiquer donc les calculs éventuellement suspectés, et de vérifier également la validité de la mobilière principale, donc après l'extraction de ces calculs. Parmi les matériaux utilisés, la pince de Dormier, on l'a vu tout à l'heure, on l'utilise nous également par voie chirurgicale. Et en ce qui concerne la fermeture du cholédoque, eh bien, il y a deux grandes possibilités, soit une fermeture idéale, c'est-à-dire qu'on va suturer le cholédoque soit sans drainage, soit éventuellement sur un drain transcystique, un drain d'ESCA ou un drain de péninélie. Et l'autre éventualité, l'autre possibilité, étant la fermeture sur un drain de Caire, donc qui va permettre de diminuer la pression au niveau des sutures cholédociennes. Enfin, il y a toujours la possibilité, si on n'a pas pu extraire la totalité des calculs, et si on n'a pas d'endoscopie expérimentée sous la main, eh bien on peut toujours faire une anastomose biliodigestive de façon à traiter un ictère éventuel et à permettre le libre écoulement de la bile. Bon, c'est une éventualité qui actuellement est quand même rarement retrouvée. Alors depuis, qu'est-ce qui a changé au cours de ces dernières années, ou 20 ou 30 dernières années? Eh bien, c'est l'apparition de la sphinctérotomie endoscopique dont on a parlé tout à l'heure, avec une diffusion majeure de la technique. On a vu vraiment, c'est une technique qui est devenue un standard dans l'extraction des calculs de la mobilière principale. Les centres sont de mieux en mieux, les opérateurs sont de mieux en mieux entraînés, donc il y a une expertise croissante de cette technique, un taux de réussite qui est en hausse, comme on l'a vu également tout à l'heure, avec si les calculs ne peuvent être extraits de façon complète, eh bien on peut toujours laisser en place une prothèse éventuellement, de façon à réintervenir ultérieurement, ou alors effectuer les techniques dont Thierry Barrios nous a parlé, de lithotripsie, de dilatation de la papille. Enfin, la morbimortalité de ces méthodes est faible. Alors, en ce qui concerne la chirurgie, la cystoscopie a permis de diminuer considérablement donc, la morbidité, enfin théoriquement en tous les cas, à l'heure actuelle, au début ce n'est pas tout à fait le cas, mais de la chirurgie biliaire, et il est possible d'effectuer l'extraction des calculs biliaires par voie cystoscopique. Bien entendu, cette technique nécessite une expertise, nécessite un entraînement de la part des chirurgiens, mais cette méthode est maintenant devenue le gold standard de la cholécystectomie, sûrement. Pour le cholédoque, c'est un peu plus discuté, c'est un peu plus discutable, et la raison pour laquelle il y a moins d'extraction de calculs de mobilière principale sous cystoscopie. Enfin, la morbimortalité de cette technique a considérablement diminué. Alors que ce qui est vrai à l'heure, ce qu'on considérait en tous les cas comme vrai à l'heure actuelle, c'est que la chirurgie reste malgré tout une procédure invasive avec une morbimortalité qui n'est pas négligeable et qui est incontestable. Le plus souvent d'ailleurs, cette morbimortalité est liée au faux terrain et également dans certains cas à la pathologie. Là, d'autre part, en ce qui concerne la sphinctérotomie endoscopique, eh bien, ce n'est pas non plus une procédure qui est toujours anodine. Dans une étude récente, on voyait que le taux de réussite est élevé, quand même 91%, mais il n'est pas de 100%, et qu'il y a 11%, dans cette étude, il y avait 11% de complications. Ces complications étant le plus souvent des pancréatites aiguës. Il peut y avoir des hémorragies, des perforations,
des complications cardiovasculaires qui, bien entendu, ne sont pas liées directement à la méthode. Les facteurs prédictifs de complications de cette méthode sont l'âge, le score ASA, comme pour la chirurgie d'ailleurs, en passant, et puis le volume centre également. S'il y a plus de 150 procédures réalisées dans un centre, eh bien le taux de complication va diminuer. S'il y a moins de procédures, bien entendu, le taux de complication est un peu plus élevé, comme dans toute technique chirurgicale. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du traitement de la voie biliaire principale? Il y a une étude qui n'est pas tout à fait récente, mais qui est une étude suédoise qui a regroupé un grand nombre de cas entre 1989 et 2006, ça a été publié en 2012. Et cette étude montrait que c'est une étude observationnelle. Elle montrait que la fréquence de la cholédochectomie variait de 19 à 5,2 pour 100 000 habitants en Suède. La fréquence de la sphinctérotomie endoscopique était de 5,1 à 26 pour 100 000 habitants, donc elle était plus élevée. Et parmi les 26 815 patients qui avaient une lithiase de la voie biliaire principale, une cholécystectomie avait été réalisée lors de la première hospitalisation, ce qui représentait 60% des cas. Donc la sphinctérotomie endoscopique semble à l'heure actuelle avoir plutôt détrôné la chirurgie pour l'attirance et la vacuité, obtenir la vacuité de la voie biliaire principale. Alors dans certains cas, que choisir? Alors dans certains cas, les situations cliniques sont relativement simples. C'est lorsque le patient a une angiocolite sévère, qui répond mal aux antibiotiques. Là, il faut faire une sphinctérotomie endoscopique. D'autre part, chez les patients fragiles, âgés, ayant des scores ASA élevés, présentant un risque opératoire, là encore, il n'y a pas de discussion, c'est la sphinctérotomie endoscopique qui sera la technique de choix. Enfin, chez les patients cholécystectomisés, là encore, on aura plutôt recours à la sphinctérotomie endoscopique plutôt qu'à la chirurgie. Dans les autres situations cliniques simples, eh bien, ce sont les contre-indications, les difficultés et la possibilité de réaliser une sphinctérotomie endoscopique. Par exemple, chez les patients gastrectomisés, qui ont une anse en Y, et là, l'abord de la papille est impossible, extrêmement difficile en tous les cas, même si certains y arrivent parfois. D'autre part, il y a un syndrome de Birizi, donc une compression de la voie biliaire principale par un calcul de la vésicule biliaire. Là encore, l'extraction simple des calculs de la voie biliaire principale sera insuffisante pour régler définitivement le problème. Par contre, donc, ça c'est des situations simples, il y a d'autres situations cliniques qui sont sujettes à discussion. C'est lorsque les calculs dans plusieurs situations. La première situation, c'est lorsque les calculs de la voie biliaire principale sont diagnostiqués lorsque la vésicule est encore en place. Alors l'indication, par exemple, en cas d'angiocolite qui répond aux antibiotiques, là on peut envisager la réalisation d'une chirurgie en un temps. S'il y a une complication des calculs vésiculaires, qu'il s'agisse d'une colique hépatique, d'une cholécystite, là encore on peut discuter et ce sera plutôt en faveur de la chirurgie. Enfin, s'il y a des calculs de voie biliaire principale associés qui ont été diagnostiqués en préopératoire, et là il faut noter l'importance des examens préopératoires, qu'il s'agisse de la biologie avec le bilan hépatique perturbé, l'augmentation des phosphatidylgalines, de la GT, de la bilirubine, ou de l'imagerie, échographie, IRM, qui permettront, en cas de suspicion, d'avoir un diagnostic préopératoire de la présence de ces calculs et donc d'envisager le traitement ultérieur. Deuxième cas, c'est lorsque les calculs de la voie biliaire principale sont diagnostiqués pendant une cholécystectomie, qu'il s'agit d'ailleurs d'une cholécystectomie par laparoscopie ou d'une cholécystectomie par voie ouverte. Donc, quel va être le traitement idéal? Eh bien, le traitement idéal, il va répondre à certains critères. Ces critères, c'est le taux de réussite le plus élevé et le taux de récidive le plus bas. C'est la mortalité la plus faible, la morbidité la plus faible également, bien entendu. Et le caractère le moins invasif possible, donc l'absence de drainage, l'absence de cicatrices, ces caractéristiques étant plutôt en faveur donc de la sphinctérotomie endoscopique. Et puis également le temps d'hospitalisation le plus court possible pour le patient. Alors, quelles vont être les réponses à ces différentes, à cette question de la technique idéale? Ben, il y a la théorie, il y a l'évidence base de médecine, c'est la littérature et de la littérature, et la réalité du terrain dont on a également parlé tout à l'heure. Alors, plusieurs stratégies sont utilisables dans le calcul, des calculs de la voie biliaire principale.
on peut faire une sphinctérotomie, puis une cholécystectomie laparoscopique. Ceci a été évoqué tout à l'heure également. C'est le traitement séquentiel. On peut faire un traitement chirurgical exclusif avec la cholécystectomie laparoscopique associée à l'extraction des calculs sous celluloscopie également. On peut faire dans une troisième possibilité la cholécystectomie laparoscopique et la sphinctérotomie endoscopique dans le même temps. Le traitement combiné qui a été présenté par Thierry Barrios, qui est sûrement une bonne solution, mais qui n'est pas réalisable dans tous les centres. Et puis après, la cholécystectomie laparoscopique, suivie de la sphinctérotomie endoscopique post-opératoire. C'est le traitement séquentiel, mais avec l'extraction des calculs de l'ovaire principal qui sont repoussés, reportés. Alors sur le plan théorique, on a vu différentes possibilités. Sur le plan théorique, eh bien, la chirurgie a pour avantage de tout faire en même temps, donc une seule anesthésie, un seul geste chirurgical, avec une efficacité qui est bonne, 96% d'extraction complète des calculs. L'anatomie est respectée, on ne touche pas au sphincter d'Oddi. On a vu tout à l'heure, l'anatomie est sûrement utile d'avoir un sphincter à ce niveau, ça fait toujours, s'il y en a un, c'est qu'il y a sûrement une utilité. C'est la chirurgie moins invasive grâce à la cystoscopie, donc respect de la paroi abdominale antérieure, il y a moins d'incisions, moins de problèmes pariétaux, mais à contrario, il y a des complications, qu'il s'agisse de fistules biliaires ou d'autres complications qui sont plus rares. L'endoscopie, pour sa part, est une procédure qui est peu invasive. Elle a une efficacité qui est également élevée de 92% pour l'acquérance des calculs. Il n'y a pas de cicatrice, pas de fistule, en principe, théoriquement, mais il y a une morbidité qui est également propre à la technique et qui n'est pas non plus négligeable, avec des pancréatites aiguës, des hémorragies, des perforations éventuellement au niveau du duodénum. Alors la littérature, que nous dit la littérature? Si les calculs sont connus ou suspectés avant la cholécystectomie ou l'indication de cholécystectomie. La stratégie séquentielle avec la sphinctérotomie endoscopique première a été comparée au tout cystoscopique. Alors il y a plusieurs études, Chéry, donc en 99, c'est des études un petit peu anciennes, qui n'ont pas montré de différence significative. Deuxième méthode, c'est la chirurgie première, puis la sphinctérotomie endoscopique. C'est une technique qui paraît un peu moins bonne. Dans cette série de Costi de 2010, il y avait 30% de CPRE qui ont été effectués. Donc il y a des gens qui n'ont pas eu de CPRE, qui n'ont pas été d'extraction secondaire, ont fait des calculs. Et puis dans cette autre série, il n'y avait pas de différence non plus significative entre les deux méthodes thérapeutiques. La stratégie combinée, la technique du rendez-vous, donc, a été en particulier publiée par Wang dans une étude, une publication qui est récente, de 2013. Il a fait une méta-analyse de 5 essais regroupant 631 patients et le risque relatif de pancréatite et le temps d'hospitalisation était supérieur à la sphinctérotomie endoscopique post-opératoire. Enfin, le tout chirurgie a été étudié, bien entendu en France, il y a une étude dessus qui date de quelques années, mais d'autres études ont été également effectuées par Tinoco, etc. Et il a été montré qu'en fait, globalement, pour faire court, si on peut dire, il n'y a pas de grosse différence entre les différentes méthodes qui ont été utilisées. Donc d'autres études ont comparé le tout-cellio ou la conversion, si besoin, donc technique chirurgicale, c'est dans l'intention de traiter, versus la cholécystectomie laparoscopique seule et la sphinctérotomie endoscopique post-opératoire, versus un rendez-vous qui n'était pas forcément toujours prévu. Dans ces différentes études, eh bien, on voit qu'il n'y avait pas de différence significative en ce qui concernait de durée d'hospitalisation dans l'étude de Rhodes. Dans celle-ci, dans l'étude de Natanan, il n'y avait pas de différence significative en ce qui concernait le taux de fistule. Et dans l'étude de Hong, il n'y avait pas non plus de différence significative entre ces différentes techniques en ce qui concernait les résultats et l'efficacité des méthodes. Donc en résumé, il y avait peu de différence entre les différentes méthodes, ou pas de différence. En ce qui concerne le tout-cellio, les avantages, c'est qu'il y a un excellent taux de clearance, un taux de fistule biliaire
qui est relativement limité, qui peut être compensé par le drainage, ou limité par le drainage, en tous les cas, pour le drain de Kerr, dont on a parlé initialement. Un taux d'hospitalisation qui est cependant qui est inférieur à celui des techniques combinées. Pour la méthode séquentielle, la spectrotomie endoscopique première et seconde, il y a un cumul, le risque c'est le cumul des deux morbidités, morbidité de la chirurgie et morbidité de la spectrotomie endoscopique, avec éventuellement un allongement du temps d'hospitalisation, de la durée d'hospitalisation. Enfin, en ce qui concerne la spectrotomie première, eh bien, on a tout à l'heure évoqué la possibilité ou la fréquence d'un taux de spectrotomie qui sont avérés inutiles parce qu'il n'y a pas de calcul, ou que ces calculs auraient peut-être pu être éliminés spontanément sans autre thérapeutique. Technique du rendez-vous, c'est une bonne option, mais il y a une morbidité là encore qui peut être cumulée entre les deux techniques, bien qu'on puisse faire des contrôles et traiter les éventuelles complications extemporanément, si l'on peut dire, lors de l'anesthésie. Bon, je veux dire que pour notre part, on n'a pas tellement, on n'a pas du tout même la pratique de cette méthode, et c'est sûrement un peu regrettable que ceci est lié à des problèmes logistiques. Il faut qu'il y ait des endoscopistes disponibles, une salle d'opération disponible, donc c'est pas toujours facile de tout organiser. Donc, les recommandations de la Société nationale de gastroentérologie, française de gastroentérologie, c'est qu'il y a sûrement une question d'expertise, donc là encore, comme toujours, une question de possibilités, de techniques, de matériel. Et dans les centres qui associent l'expertise pour la CPRE et la chirurgie biliaire, le choix entre les techniques se fera à la suite d'une discussion pluridisciplinaire. Donc là encore, il faut discuter avec entre les chirurgiens, les endoscopistes, les gastroentérologues, de façon à essayer de définir la meilleure technique possible et en fonction des possibilités locales. Alors la réalité, là, le Ranchis avait pu récupérer les données du PMSI 2012. On voit sur cette photo un peu de la chirurgie biliaire en France qu'il y a eu 106 000 cholécystectomies sous cystoscopie en France en 2012. Donc 95% des cholécystectomies sont maintenant réalisées sous contrôle cystoscopique. Il y a eu simplement 6 000 cholécystectomies par voie ouverte. Et ça fait en tout 112 000 cholécystectomies qui ont été réalisées. Alors aussi bien dans le privé que dans le public, peut-être un peu plus dans le public que dans son petit que dans le privé. En ce qui concerne les lithiases de la voie biliaire principale, associées à des lithiases véhiculaires, eh bien, la cholécystectomie cédoscopique et extraction des lithiases de la voie biliaire principale, il y a eu un peu plus de cas dans le privé, 3000 et quelques, 3297. Les cholécystectomies ouvertes associées à des extractions de calcul de la voie biliaire principale, là, il y a à peu près 1000 cas. Et la chirurgie globale en France, donc, des lithiases de calcul de la voie biliaire principale était de 4373 cas. Alors, ce qui veut dire que, éventuellement, si on considère qu'il y a environ 15% des lithiases de la voie biliaire principale qui sont associés à des lithiases véhiculaires, et il aurait dû y avoir 17 500 extractions de calcul de la voie biliaire principale. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de cas qui n'ont pas été traités chirurgicalement et qui relèvent de l'extraction par spectrotomie endoscopique. Alors, la chirurgie de la voie biliaire principale sous cystoscopie, c'est une technique qui est difficile, elle est longue, ça augmente le temps opératoire, le temps en salle d'opération, le temps d'anesthésie, il faut compter au moins 2 heures, c'est encore un minimum. Le matériel est coûteux, il est fragile, les cholédoscopes sont facilement abîmés, donc il y a un coût des réparations, bien entendu, qui intervient. Ces réparations sont nombreuses, le matériel est souvent indisponible. L'expertise, la technique est plus difficile à acquérir. Il faut pouvoir réaliser les gestes sous cystoscopie, effectuer des sutures du cholédox, qui est toujours un peu plus difficile, bien entendu, que la simple cholécystectomie. Et entre le public et le privé, on a vu qu'il y avait une différence avec un peu plus, légèrement plus de cholécystectomie. Dans le privé, il y a un peu plus d'extraction de la voie biliaire principale dans le privé sans doute. Alors, ceci étant lié peut-être à des problèmes de coût également qui interviennent sûrement et qui ont une incidence. En conclusion, les points de vue de Laurent Chiche, c'est que il vaut mieux effectuer un geste complet en une anesthésie, ce qui paraît plus logique effectivement que d'effectuer plusieurs gestes et plusieurs anesthésies.
La gestion de l'lithiase vésiculaire et cholédossienne par cystoscopie est tout à fait faisable, mais demande une expertise qui maintenant s'améliore dans les différents centres. La cystoscopie est sûrement un bénéfice, la laparotomie n'est pas un échec, en tous les cas ne doit pas être considérée comme un échec. Il vaut mieux convertir une cystoscopie en laparotomie que d'effectuer des gestes qui vont forcément, au bout d'un certain temps, être compliqués et entraîner des problèmes post-opératoires sérieux. Et enfin, on a multiples procédures pour un empirement, de gros calculs, une chirurgie complète en une fois. La discussion n'est pas encore complètement résolue, elle doit sûrement rester ouverte malgré l'utilisation des techniques qui nous ont été présentées tout à l'heure et qui permettent de faire des lithotricides, etc. Les calculs sont parfois assez omineux. Le traitement des calculs du cholédossien à Wabillard fine est sûrement une contre-indication à l'ouverture du cholédoque, à effectuer une cholédocotomie. Et là, peut-être qu'il vaut mieux effectuer une sectorectomie endoscopique, mais la sectorectomie endoscopique est aussi un peu dangereuse dans ce cas-là. Et si le wabillard est fine, eh bien, le risque de l'ouverture et de la suture de la wabillère secondaire et une sténose de cette wabillère qui sera parfois difficile à traiter par la suite. Lorsque le calcul est enclavé dans la papille, nous on a du mal souvent à l'extraire par voie haute, par voie chirurgicale. Par contre, il semblerait que ce soit plus facile par voie endoscopique où le calcul fait billot et vous sectionnez la papille sur ce billot. Enfin, l'abord de la papille est parfois difficile et on a parlé des diverticules duodénaux, donc il peut s'agir de diverticules interposés entre la papille et le canal et les canaux bilio-pancréatiques. Et là, c'est sûrement très difficile avec un risque de complications également qui n'est pas négligeable. Donc, dans tous les cas, bien, la prise en charge doit être discutée en fonction d'imagerie, en fonction d'état du patient. Donc, le chirurgien, au total, doit se donner les moyens d'un traitement complet et doit peut-être persévérer lorsque le patient a les conditions locales sont satisfaisantes et sans prendre de risques, bien entendu, pour le patient. La sphinctérectomie endoscopique est un réel progrès dans le traitement de la lithiase de wabillard principale, mais là encore, ce n'est pas un traitement sans risque. En cas de petit calcul à wabillère fine, eh bien la mise d'un grain transcystique et un contrôle à distance est à recommander, puisque 30% à peu près des calculs vont s'éliminer de façon spontanée, donc à travers la papille, sans conséquences ultérieures. Et en cas de calcul plus gros, le traitement s'impose et sera choisi donc selon l'expertise locale des équipes d'endoscopistes et de chirurgiens. Alors la stratégie, on peut faire un arbre décisionnel. Si l'ithiase de wabillard principal est connue, les wabillars dilatés, si un angiocolite sévère ou un patient fragile, eh bien c'est sûrement la sphinctérectomie endoscopique qui sera indiquée dans un premier temps, éventuellement suivie de la cholécystectomie laparoscopique, de façon à éviter les complications liées à la persistance des calculs au niveau de la vésicule. Si c'est une angiocolite qui a été traitée, qui est peu symptomatique, un hyper simple, un patient jeune, eh bien on peut faire dans ces cas-là un traitement chirurgical en même temps, associant la cholécystectomie et l'extraction des calculs de wabillard principal. Si, en cas d'échec, eh bien on pourra convertir éventuellement la cystoscopie en laparotomie. Et si on peut également avoir recours à la sphinctérectomie endoscopique avec la technique du rendez-vous qui paraît très séduisante dans les centres qui peuvent l'utiliser, ou associée à une sphinctérectomie post-opératoire, mais en sachant qu'en cas d'échec de la sphinctérectomie post-opératoire, ce qui peut arriver, eh bien on est dans des situations extrêmement difficiles et souvent ça peut se terminer de façon assez dramatique. Si la lithiase de wabillard principal est connue et peu symptomatique, et wabillard peu dilaté, le traitement chirurgical par cystoscopie sera utilisable dans la majorité des cas. Si à l'échec de la cystoscopie, eh bien, soit les chirurgiens peuvent convertir, s'il n'y a pas de sphinctérectomiste, si on peut dire, à proximité, ils peuvent laisser un drainage transcystique, comme cela a été dit, qui permettra de mieux laver à la fois la wabillère et de repérer la wabillère ultérieurement pour une éventuelle sphinctérectomie post-opératoire. En cas de découverte péropératoire, à ce moment-là de la lithiase de wabillard principale, si les conditions locales sont favorables, si la wabillère est un peu, ou si les wabillères sont dilatées, eh bien le traitement chirurgical sera la cystoscopie dans ces cas-là,
ou éventuellement la conversion de façon à faire du tout chirurgical. Si les conditions locales sont défavorables, la voie biliaire peut dilater. Si les calculs sont inférieurs à 5 mm, pas d'appareau, on évite de convertir en laparotomie. Il faudra laisser un drain biliaire et prévoir une cholangiographie post-opératoire par ce drain biliaire avec une sectérotomie endoscopique si besoin. Si les calculs ont plus de 5 mm, ils auront plus de mal à s'évacuer spontanément. Donc on pourra choisir une technique du rendez-vous si possible, ou alors de réaliser une sectérotomie post-opératoire de façon à extraire ce calcul. Voilà, je vous remercie.